Bonsoir à tous. Donc, je vous propose de débuter cette conférence IAP aujourd'hui, donc délocalisée dans l'amphithéâtre Farabeuf de notre université. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Roger Maurice Bonnet. Donc, Roger Maurice Bonnet est directeur de recherche émérite au CNRS. Il a travaillé beaucoup sur la physique solaire, c'est un spécialiste de la physique solaire, ce qui l'a conduit à contribuer, à participer, à diriger des missions spatiales qui ont étudié le Soleil, qui étaient parmi les premières missions spatiales astronomiques françaises. Par la suite, il est devenu directeur du laboratoire de physique stellaire et planétaire à Verrières-le-Buisson, si je ne me trompe pas, qui par la suite est devenu l'Institut d'astrophysique spatiale, un grand laboratoire spatial d'astrophysique spatiale situé sur le campus d'Orsay. Et par la suite, il a été directeur des programmes scientifiques de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, de 1983 à 2001. Et donc c'est lui qui a mis en place, qui a dirigé tous ces programmes scientifiques qui ont été lancés par notre Agence spatiale européenne. Par la suite, il a occupé différents postes de présidence, de direction au CNES, ici en Suisse, au COSPAR. Et puis, Roger Maurice Bonnet est l'auteur de nombreux articles scientifiques et de nombreux ouvrages. Et donc aujourd'hui, il nous présente une conférence intitulée « Battre la NASA impossible ». Donc je t'en prie, vous allez avoir la réponse. Merci bien. Vous allez me prendre pour un fou de faire une conférence sur un sujet pareil. Mais je pense qu'il est raisonnable de se poser la question, est-ce qu'on peut battre la NASA ? En Europe, on a vraiment de la grosse science de première qualité. Je vous ai montré ici une photo du CERN, qui est le centre mondial de la recherche sur les particules, et qui a vu de nombreux scientifiques soit venir déjà avec le prix Nobel, soit en sortir avec le prix Nobel. C'est donc le centre d'excellence mondiale. En grosse science, en méga science, l'Europe rassemble les forces du monde. On peut dire la même chose en ce qui concerne l'astronomie au sol. La méga-science de l'astronomie au sol, c'est l'Observatoire européen au Chili, avec le VLT et la contribution européenne au ALMA, le grand télescope infrarouge. Donc on peut se poser la question, pourquoi l'Europe n'est pas la première aussi dans l'espace ? Bon. Eh bien, c'est le titre de ma conférence. Est-ce qu'on peut battre la NASA ? Alors, on admire la NASA parce qu'elle a fait des choses magnifiques pour ses prouesses, son histoire, son esprit de pionnier, son avalanche de découvertes, et sa porte ouverte à la coopération non désintéressée, je peux en discuter. Voici pourquoi c'est impossible aujourd'hui de dire qu'on pourrait battre la NASA. Voici le budget de la NASA, tel qu'il est représenté ici, depuis la création de la NASA en 1958 par Eisenhower et jusqu'en 2020, c'est-à-dire maintenant, en 2019. Et vous voyez une courbe extraordinaire qui est essentiellement dessinée à cause du programme Apollo. Je vais revenir sur ce point tout de suite. Mais le budget de la NASA, au maximum du programme Apollo, c'était en 1964, ça représentait 4% du produit national brut américain, c'est-à-dire beaucoup de sous. Et puis après l'Apollo, ça s'est dégradé et ça devient aujourd'hui, vous allez le voir, environ 20 milliards de dollars par an. La diapositive suivante vous montre quelle est la force relative des agences spatiales du monde, les principales, je n'ai pas indiqué les plus petites. Les principales, c'est la NASA évidemment, l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale russe qui s'appelle Roscosmos, l'Agence spatiale chinoise, l'Agence spatiale indienne et l'Agence spatiale japonaise. Vous allez me dire, et le CNES alors ? Ben, le CNES fait partie du troisième pays, en fait, dont le budget est le plus fort par rapport à celui de la NASA et de l'ESA, comparativement. Mais dans le budget du CNES, il y a aussi la contribution du CNES à l'ESA. Et donc, c'est une image de dire que le CNES, c'est la troisième puissance spatiale du monde. En budget, peut-être, mais dans ce budget, il y a une grande partie qui
concerne l'ESA, et le budget de l'ESA, lui, aujourd'hui, est de 5,7 milliards d'euros en 2019. Celui de la NASA est de 20 milliards, de 19 milliards d'euros. Donc, mais si on se concentre à la science, et mon exposé sera essentiellement consacré à la science, le budget de la NASA, c'est 3,7 milliards d'euros pour la science, le budget de l'ESA, c'est 13% moins. C'est 13% de cela, c'est-à-dire 570 millions. Donc battre la NASA avec ça, il faut le faire. Cette diapositive vous représente la distribution des budgets de l'ESA entre les différentes composantes, les différents États membres, il y en a 22 je crois, et 22 États membres, plus le Canada, et puis d'autres qui sont en attente de participer aux activités de la NASA. Il y a une contribution de la Commission européenne pour tous les programmes de Galileo, d'application, d'observation de la Terre, etc. Je passe là-dessus parce que c'est vraiment peu lié à notre propos. Je vais d'abord vous faire un petit rappel historique. Rappel historique, le démarrage des activités spatiales scientifiques et spatiales tout court, ça date de 1956, quand l'IXU a décidé d'organiser une année géophysique internationale pour étudier les effets du Soleil sur la Terre. Et c'était à l'occasion du maximum d'activité solaire de 1957. L'année du lancement de Sputnik 1. Donc cette année géophysique internationale, c'était l'argument pour beaucoup de pays de commencer à s'intéresser aux recherches dans l'espace. Pour votre information, c'est intéressant de voir que le pic d'activité du Soleil en 1957, c'est le plus fort qu'on ait jamais vu depuis qu'on le mesure. Donc c'était bien choisi pour analyser ses effets sur la Terre. Les Soviétiques et les Russes et les Américains se sont tout de suite intéressés à ce problème et le 5 octobre 1957, on a vu apparaître le Sputnik 1 qui a été l'enfant d'un ingénieur de génie qui s'appelait Korolev, Sergueï Korolev, et qui, avec l'appui d'un scientifique président de l'Académie des sciences, Mislav Keldysh, a décidé de faire un lancement pour l'année géophysique internationale avec un satellite dans lequel on aurait mis des expériences. Et c'est Keldysh qui a voulu qu'on mette des expériences, sinon il n'y en aurait pas eu. Et puis, évidemment, les Américains se sont aussi déclenchés sur ce problème, et les Américains, grâce à von Braun, le père du V2, ont été les premiers, les seconds, disons, après le lancement de Sputnik 1, à lancer des fusées, et en particulier, ils ont lancé les fusées du programme Apollo Saturn V. J'ai aussi indiqué ici un chercheur chinois qui travaillait aux États-Unis, Jet Propulsion Laboratory, au moment où on commençait à construire des fusées dans le Jet Propulsion Laboratory en Californie. Et puis, M. McCarthy étant au pouvoir, il a considéré que ce monsieur était persona non grata, chinois, aux États-Unis, dans ce contexte-là. Il l'a envoyé en Chine, et qu'est-ce qu'a fait ce monsieur Yang Yusuen? Il a décidé de faire des fusées, et c'est lui le père des fusées longue marche qui sont lancées presque quotidiennement aujourd'hui à partir de la Chine. Donc, cette diapositive vous montre que pour démarrer un programme scientifique, pour démarrer le programme spatial, il faut des visionnaires. J'en ai choisi 3, il y en a certainement beaucoup d'autres, mais ce sont ceux qui sont aujourd'hui à l'origine des programmes lancés dans les plus grandes agences du monde. Pour démarrer un programme aussi volontaire que celui que je vais discuter ici, il faut un appui politique, il faut une vision politique. Vous voyez ici Khrouchtchev avec Titov et Gagarine avant son lancement en 1961, oui. L'appui politique a été essentiel. De même qu'il a été essentiel après le vol de Gagarine et après le Sputnik,
démarrer le programme Apollo et le programme de la NASA. La NASA a été créée en 1958, donc un an après Apollo. Ce sont après le Sputnik. Ce sont les Soviétiques qui ont forcé la NASA à s'organiser le plus vite, les États-Unis à s'organiser le plus vite possible. C'est là que, devant le Congrès américain en mai 1961, soit 6 semaines après le vol de Gagarine, Kennedy fait son fameux discours « Je pense que cette nation doit se donner comme objectif, avant la fin de cette décennie, d'envoyer un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf sur Terre. » C'était un discours du 25 mai 1961. Que faisait la France? Est-ce que la France avait un soutien politique? Alors j'ai choisi cette photo, elle est extraite du voyage que Charles de Gaulle avait fait à Baïkonour. C'était le premier chef d'État à faire un voyage à Baïkonour et voir un lancement de fusées russes. En France, l'espace a commencé par l'utilisation des fusées V2 adoptées sous la forme de ce qu'on appelle la fusée Véronique. Ceci a conduit essentiellement de Gaulle à accepter que l'on crée le CNES, la création du CNES le 19 décembre 1961. Et vous voyez ici les principaux acteurs de la création du CNES, qui étaient aussi, pour l'histoire importante de cette conférence, surtout chargés d'orienter les recherches techniques dans le développement des fusées. Et c'est pour ça que la France, aujourd'hui, a toujours dans son programme principal le développement des fusées, Ariane, évidemment. Les scientifiques, en parallèle avec cette activité, s'intéressaient à l'utilisation des fusées Véronique, des V2 français, si vous voulez, ou d'autres petits engins, pour faire de la science. Vous voyez ici un certain nombre de personnes que vous connaissez peut-être, Blamont, Cohen-Tanouji, prix Nobel, Georges Courtès de l'Observatoire de Marseille, Marie-Lise Chanin, Pierre Lénard, Philippe Delâche, François Rodier. Tous les élèves de Blamont sont partis dans le désert du Sahara pour faire des expériences avec leur patron. Et Cohen-Tanouji est devenu prix Nobel en 1957 d'ailleurs. Parallèlement à cela, M. Danjon, le directeur de l'Observatoire de Paris, avait demandé à Jean-Claude Pecker et à Blamont de préparer un programme scientifique pour la France, en particulier pour l'astronomie. Et j'étais allé voir M. Pecker et il m'avait dit « Oh, vous devriez travailler là-dessus, c'est très bien, très bien. Mais les Américains ont tout fait, alors il ne nous reste plus que l'impossible, donc il vous faut faire l'impossible. » L'impossible, c'était ça pour moi. Une fusée, le frère de Mme Lisambert qui est ici, la fusée Véronique, et ceci pouvait permettre à votre modeste orateur de passer sa thèse en 1968, un an avant Apollo. Au milieu des barricades, il n'y avait pas de couleur sur la photo, il n'y avait pas de gilet jaune donc à cette époque-là. Mais je dois rendre hommage aujourd'hui à deux grands scientifiques, ceux qui ont fondé le CERN et l'ESRO. Il s'agit d'Eduardo Amaldi, professeur italien à l'Université de Rome, et Pierre Auger, qui était un scientifique très connu en France et qui a été longtemps responsable de beaucoup d'expériences dans le monde entier. Pierre Auger, qui a été aussi devenu le premier président du CNES, et Amaldi, en 1954, donc avant le Sputnik, se sont engagés à développer le CERN dont j'ai parlé sur la première diapositive. Ils ont aussi décidé, après le lancement de Sputnik 1, de créer un organisme de recherche spatiale européen. C'était des Européens, ces deux-là, et ils étaient très intéressés à ce que l'Europe fasse preuve de son existence avec un programme scientifique. Ils ont donc créé l'ESRO en 1964, avec un programme de démarrage qui était complètement irréaliste. Lancer 435 fusées sondes, 17 satellites sur la durée des 8 ans de la première convention de l'ESA, c'était fou. Avec un budget de 8 ans de 112 millions d'euros de l'époque. En réalité, à la fin de la première décennie de cette organisation, seulement 168 fusées sondes petites et 5 petits satellites, ainsi qu'un satellite plus important, TD1,
appelé TD parce qu'il utilisait la fusée américaine Thor Delta pour être mis en orbite. De ce programme, l'astronomie était exclue. L'astronomie ultraviolette était exclue parce que c'était trop difficile. La physique solaire exclue parce qu'il faut des trop gros instruments. L'exploration planétaire était hors de portée de la main des Européens parce qu'elle était déjà engagée fortement par les Soviétiques et par les Américains. Donc pour les Européens, les chercheurs européens qui voulaient faire de la science dans ces domaines, il leur fallait coopérer automatiquement avec les Américains et avec les Soviétiques. L'ESRO n'a pas duré plus de à peu près 15 ans, oui, 15 ans. Et en 1975, elle est intégrée à l'ESA, qui devient l'organisme européen de recherche spatiale, auquel on ajoute tous les programmes d'observation de météorologie, de télécommunications et le développement du lanceur européen. Les choses allaient plutôt bien pour l'espace, sauf que entre le passage de l'ESRO et le passage de l'ESA, entre 1970 et 1975, il y a eu une période d'adaptation, si je peux dire. Le budget scientifique est resté plafonné, et il le restera comme ça pendant plus de 12 ans, 13 ans même, à 27 millions d'unités de compte de l'époque, c'est-à-dire à peu près 27 millions d'euros, pendant 13 ans. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on va battre les Américains. Voici une courbe qu'on avait dressée en 1978, où on voit sur cette courbe les budgets engagés ou prévus pour développer Ariane, c'est le maximum, vous voyez ici, la participation européenne au Space Lab, la navette spatiale américaine, les observations de la Terre, les télécommunications. Tous ces programmes étaient optionnels, c'est-à-dire qu'ils étaient payés par l'État qui voulait les faire. Ceux qui ne voulaient pas les faire ne payaient pas. Mais si on voulait faire partie de l'Agence spatiale européenne, et c'est toujours le cas aujourd'hui, il fallait contribuer obligatoirement au programme scientifique. Donc c'était une force du programme scientifique, c'est ce qu'on appelait la colonne vertébrale de l'Agence spatiale européenne. C'est une colonne vertébrale qui supportait le mammouth de toutes les autres expériences, de tous les autres domaines, et donc avec un budget qui restait constant jusqu'à 27 millions d'euros. Alors, ce qu'il manquait à l'ESA à ce moment-là, c'était la vision politique, l'indispensable vision politique dont je parlais. La vision politique de l'ESA, c'est tous les États membres. Alors, c'est un peu comme dans une compagnie où vous avez le conseil d'administration qui comprend tous les concurrents de la compagnie. C'est un peu difficile parce que les États membres, ils ont aussi leurs propres activités spatiales nationales et il faut qu'ils contribuent aussi au budget européen. Donc on maintenait le budget européen aussi bas que possible pour être membre de l'ESA et puis après continuer à dépenser le maximum d'argent possible au sein du programme national. Ceci permet de se dire que vraiment, je suis complètement fou, de dire est-ce qu'on peut battre la NASA. À ce moment-là, en 1978, sur la vue de cette courbe, les scientifiques commençaient à se dire c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Et il y avait un certain besoin d'indépendance et de leadership qui s'était manifesté. Trois événements vinrent transformer un petit peu la scène et aller dans le sens de ce que les scientifiques voulaient. Le premier événement, surprenant d'ailleurs, c'était le lancement réussi de la première fusée Ariane en décembre de 1979, la veille de Noël, après plusieurs reports de lancement, etc. Finalement, elle est partie. Et ça montrait que les Européens n'étaient plus dépendants des Américains pour lancer leurs expériences, ce qui n'est pas le cas jusqu'alors. Deuxième événement important, au début de l'existence de l'ESA, nous étions obligés de coopérer avec les Américains, donc on avait engagé une expérience qui consistait à lancer un satellite au-dessus du plan de l'écliptique pour regarder le Soleil au-dessus des pôles, ce que personne n'avait jamais fait auparavant. Les Américains lançaient un satellite, les Européens lançaient un autre satellite, et ces deux satellites faisaient une vue en 3 dimensions de l'héliosphère, ce qui entoure le Soleil.
Cependant, un beau jour, quand M. Reagan a été élu, il a diminué le budget de la NASA, et l'administrateur de la NASA à cette époque-là, M. Fletcher, a décidé qu'il coupait aussi sa contribution à cette mission. Chose que les Américains font maintenant régulièrement de toute façon. Donc ils sont bons, mais il faut se méfier. La NASA donc, a annulé littéralement le programme, unilatéralement. On a appris ça, je m'en souviens parce que j'y étais, par le journal, le New York Times. La NASA ne nous a même pas prévenus. Ça, c'était le deuxième événement qui commençait à chauffer l'esprit des scientifiques. Le troisième événement, c'était une occasion fortuite qui est arrivée, c'est la réapparition, son passage au périhélie en 1986 de la comète de Halley. Et il y avait une certaine effervescence chez les scientifiques pour regarder ce que c'était que cette comète et comment on pouvait l'observer et si on pouvait l'observer. Ces trois événements sont finalement la clé, disons, de la prise de conscience que l'Europe pouvait maintenant envisager de faire quelque chose de plus sérieux que ce qu'elle avait fait jusqu'auparavant, de moins dépendant des Américains. Donc, il fallait changer quelque chose. Et ce quelque chose, le satellite Giotto que vous voyez ici, va permettre effectivement de commencer à penser qu'on peut peut-être battre la NASA. Toujours fou, hein, comme idée. Enfin, bon. Donc, ce besoin d'indépendance et de leadership, c'était de se définir, ça résultait en se définissant un but. Faire de l'Europe, finalement, le numéro 2 mondial en recherche spatiale. C'était un but. Et stopper la stagnation brejnevienne, comme je dirais, du budget qui existait depuis 1970 à 27 millions d'unités de compte, 27 millions d'euros. Alors, oui, c'est important. À ce moment-là, on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on peut faire? Donc, on a utilisé une méthode que nos politiciens aujourd'hui auraient bien fait d'utiliser. La première chose, c'est écouter. Écoutons. Entre octobre 1983 et juillet 1984, on a entrepris une étude à partir d'une consultation de la communauté scientifique qui impliquait plus de 3000 chercheurs scientifiques, dans le but d'établir un futur plan, de connaître leurs désirs, un plan à long terme de l'ESA pour 20 années. Et malgré les doutes exprimés sur la nouveauté de cette approche, 77 concepts de propositions de missions et de programmes ont été reçus par l'ESA au milieu de l'année 83. La deuxième étape, après avoir écouté, on écoute ce que les scientifiques veulent, on discute. Alors pour discuter, encore une fois, c'est le D de EDD. Pour discuter, on réunit les scientifiques, un groupe de travail de scientifiques qui se réunissent et qui décident ce qu'il est bon de faire ou de ne pas faire, et ce qui est prioritaire et ce qui n'est pas prioritaire. Et on a été à l'origine de la formation d'un survey committee, un programme d'analyse qui s'est réuni à Venise, dans un froid glacial d'ailleurs, en juin de 1984, qui a abouti à la formulation d'un plan qui s'appelait le programme Horizon 2000. On était en 1984, 2000 c'était dans 16 ans plus tard, donc on pouvait se permettre de faire cela. Après avoir écouté, après avoir discuté, il fallait décider. Et la décision a été prise à la réunion du Conseil de l'ESA en 1985, en janvier 1985, donc peu de temps après que nous ayons formulé en Europe nos besoins. Et le résultat de cette décision, ça a été que le budget serait augmenté considérablement, avec une croissance en termes réels de 5% sur 10 ans. Donc on était un peu déçus parce qu'on voulait un peu plus, mais en fait on était content parce qu'on avait effectivement rétabli un certain équilibre dans le concert des puissances qui pouvaient contribuer de façon importante à l'espace. Alors, on a créé ce plan qui s'appelait Horizon 2000, qui était sur 20 ans et qui englobait toutes les composantes d'excellence scientifique, analysées par le Conseil dont j'ai parlé tout à l'heure. Il n'y avait pas d'exclusion a priori, on analysait tout. Il y avait 14 possibilités de petites et moyennes missions et 4 grandes missions, vous les voyez ici sur ce diagramme en couleur rouge,
Et puis, il y avait pas mal de petites missions aussi possibles, et ce programme unifiait 3000 scientifiques dans toute la communauté européenne. Alors, l'équilibre et l'excellence et l'équilibre scientifique ont été le succès de cette mission, et je dirai tout à l'heure pourquoi, mais le succès de ces missions est aussi celui des autres, et vice-versa. Pourquoi? Parce que ces missions tiennent dans un budget, et que si l'une dépasse, et le budget est fixe, et si l'une dépasse son budget, ce sont les autres qui souffrent. Donc tout le monde se tient regarde son voisin pour éviter que les coûts ne dépassent trop. Il était ouvert à la coopération internationale, mais ne dépendait pas de la coopération internationale pour exister. C'était la leçon qu'on avait tirée de cette mission hors de l'écliptique que la NASA avait annulée. Et on a donc considéré comme essentiel d'être indépendant, mais si on voulait avoir une coopération, on n'était pas contre. Ça augmentait les capacités des missions, mais elles pouvaient tenir elles-mêmes, toutes seules, sans coopération. Voici les responsables de ces opérations. Au bout de 10 ans, on a revu le programme. C'était à une réunion à Rome. Je crois que Sergio Volonté, ici présent, y participait. Et nous avons analysé la continuation de ce programme pendant les 10 années suivantes, de façon à avoir un programme qui s'étendait jusqu'à 2015. On y a ajouté 3 nouvelles missions importantes, Gaia, la mission LISA dont je parlerai tout à l'heure, et la mission Bepi-Colombo, et puis 2 petites missions moyennes. On a déjà aujourd'hui de ce programme 7 cornerstones qui ont été lancées, ces grosses missions rouges, et 19 petites missions. Y compris la première mission envoyée sur la Lune avec la propulsion électrique, sans fusée à gaz. Le problème, évidemment, dans un programme comme celui-ci, c'est qu'il faut tenir à la fois, il faut être crédible, il faut tenir les délais, il faut tenir les budgets. Et ceci, malheureusement, se bute à certains aléas. Le premier, sérieux, ça a été en 1986, juste avant le passage de la comète de Halley à son périhélie, qu'on voulait observer avec la mission Giotto, qui était en route. La navette Challenger explose, ces 7 astronautes sont tués, mais la mission que nous voulions lancer seule, avec la navette spatiale américaine, mais le satellite était européen, en 1986, la mission Ulysse a dû être retardée de 4 ans. Elle a été donc finalement lancée en 1990. Et la même chose pour le satellite, le télescope spatial Hubble, qui devait être prêt pour à la fin de 1986 et qui a été lancé en 1990. 4 ans de retard dans des programmes comme cela, c'est presque insupportable. Ça coûte de l'argent aussi. Sans compter que les Européens aussi ont des problèmes, et en juillet 1996, la fusée Ariane 5, dans son vol inaugural, emportait 4 satellites d'une de ces grandes pierres angulaires dont j'ai parlé tout à l'heure, les grandes boîtes roses dont j'ai parlé dans ce plan. Et le résultat, c'est que la mission qui était à bord s'est trouvée complètement réduite en poussière, et qu'il a fallu envisager de la reconstruire. Et nous avons effectivement reconstruit cette mission. Une chose très importante dans ce programme, et ça c'est très important parce que quand on le compare à celui de la NASA, c'est qu'on conçoit les missions dans un coût fixe. Et le programme, il a un coût fixe. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si une mission dépasse son budget, ce sont les autres qui sont pénalisés. Donc, chacun doit y donner... Le succès des uns, c'est le succès des autres, et les échecs des uns, c'est les échecs des autres. Donc, cette espèce de cohérence scientifique et amicale dans des disciplines qui ne sont pas toujours nécessairement en très bon accord les unes avec les autres, a été un moteur très fort pour maintenir le contenu de ce programme qui a été complètement accompli. Les contraintes budgétaires ont eu des aspects évidemment difficiles, mais à la fois des aspects positifs.
Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, sans avoir battu la NASA, on a fait, dans certains domaines, un peu plus que la NASA. La première chose, c'était effectivement en 1986, la première photographie à haute résolution d'une comète, quand on est passé à 600 km de cette comète de Halley, qui était mythique dans l'esprit de tous les gens qui vivaient encore à cette époque-là et qui l'avaient vu passer en 1910, cette comète a été prise en photo. C'était la seule photo que je veux dire que j'ai vue dans les couloirs de la NASA pendant plusieurs années qui ne venait pas de la NASA. C'était donc un titre assez important de gloire dans ce contexte. On a aussi réussi quelque chose que les Américains n'ont pas pu faire, mais auquel ils étaient associés, le passage du satellite européen qui restait de la mission hors de l'écliptique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est passé au-dessus des pôles et a fait une étude très approfondie du vent solaire, de sa composition, de son intensité, de sa vitesse, de sa température, sur presque trois cycles, un peu plus de 2 cycles d'activité solaire que vous voyez ici sur ces courbes qui ondulent, et qui sont les mesures faites au-dessus du pôle et à l'équateur. Évidemment, quand vous êtes au-dessus des pôles, vous avez une vision beaucoup plus caractéristique de l'influence du vent solaire au pôle. Ce sont les maxima de ces courbes et les minima de ces courbes correspondent à ce qui vient de l'équateur du Soleil. Le programme Horizon 2000 comprenait aussi des missions de grande envergure dont je vais vous parler maintenant. La première, qui est chère à mon cœur évidemment, puisque je suis physicien solaire, c'était la mission SOHO, Solar Heliospheric Observatory, dont la discussion a été faite en fait près de l'Institut d'astrophysique au démarrage dans les années 1970, je crois, 1980, pardon. On voit ce satellite qui a été placé sur une orbite très, très intéressante autour du point de Lagrange numéro 1. Le satellite, dans cette orbite, est constamment devant le Soleil. Et ça lui donne... Il n'y a jamais la nuit sur cette orbite. On est toujours devant le Soleil et la Terre est derrière, dans l'ombre du satellite, si je peux dire. Et dans cette position-là, on a une vue presque continue de tout ce qui se passe sur le Soleil. Alors, ce qui se passe sur le Soleil, comme vous le voyez à gauche, ce sont des grandes explosions de matière coronale, qu'on appelle des CME en anglais, Coronal Massive Ejections. Vous voyez des comètes qui passent près du Soleil, certaines d'entre elles tombent sur le Soleil. Ce coronographe est un engin qui fait des éclipses artificielles, embarqué à bord du satellite SOHO, qui a été construit d'ailleurs par des Américains qui ont participé à SOHO, bien que c'était l'ESA qui était le patron dans cette affaire-là. Être le patron d'une mission dans laquelle la NASA participe, je peux vous dire que ce n'était pas très facile, parce qu'ils n'aimaient pas du tout nos méthodes et qu'il a fallu qu'ils s'y fassent. Et après, au bout de quelques mois, ils sont très sportifs, ils ont accepté. Et donc, on a pu, grâce à ce satellite-là, faire des choses magnifiques. On a pu, par exemple... regardez les tremblements du Soleil. John Leybacker, qui est ici présent, sait très bien de quoi on parle. On mesure les oscillations de la surface du Soleil qui se propagent à l'intérieur du Soleil et de la longueur d'onde et de la distribution de ces ondes. On peut déduire les propriétés physiques à l'intérieur du Soleil et regarder même jusqu'à des distances très proches du centre du Soleil. Cette expérience a été absolument unique. Et l'utilisation des grandes détections de masse de la couronne solaire ont été aussi, grâce à SOHO, démarrées de façon importante. Et aujourd'hui encore, SOHO est encore en fonction. Ce télescope, ce chronographe dont j'ai parlé, est utilisé par tous les gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle la météorologie solaire pour étudier les effets du vent solaire sur le bouclier magnétique de la Terre, la magnétosphère, et empêcher que, évidemment, sans prévision, beaucoup de choses peuvent se passer. Il peut se passer beaucoup de choses grâce à en raison de ces perturbations dans la météorologie, mais aussi dans les communications qui utilisent tous les systèmes électriques, la navigation,
Bref, tout ceci nécessite une vision du Soleil en permanence. Et SOHO a été le premier à montrer que c'était possible, et aujourd'hui vous en avez une quantité importante. SOHO aussi avait des expériences qui étaient destinées à regarder ce que la couronne solaire peut être en dehors des éclipses. Et pour cela, il suffit de regarder dans les longueurs d'onde très courtes, l'ultraviolet, le rayonnement X. Et quand on fait cela, on a une vue de la couronne sans avoir besoin de la cacher par la Lune ou par un coronographe. Et ce satellite SOHO, avec ses 4 filtres qui regardaient la couronne dans des longueurs d'onde très très loin dans l'ultraviolet, a permis de voir en permanence la variabilité du Soleil et de prévoir éventuellement, si c'était possible, les éruptions dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a eu une révolution avec SOHO parce que dès qu'on a vu le résultat de cette expérience, la NASA ne participait pas autrement qu'en fournissant des expériences. C'était un peu la situation symétrique de celle que nous subissions quand nous étions à l'ESRO et qu'il fallait utiliser des expériences, faire des expériences qui étaient embarquées sur des satellites américains. Là, c'était le contraire. Et bon, les Américains ne considéraient pas que l'étude du Soleil à cette époque-là, c'était vraiment prioritaire, etc. Quand ils ont vu les résultats de SOHO, il y a eu une avalanche de programmes solaires. C'était ce que j'appelle la révolution de SOHO. J'ai dessiné cette petite table-là. Je ne vais pas entrer dans le détail, elle est trop compliquée. Mais dans la partie qui est à résolution en pixels, les domaines, les observations en ultraviolet du Soleil par les télescopes solaires sont tous, on met presque le même nom et presque les mêmes couleurs d'image que celles qui sont utilisées par SOHO. Donc cette avalanche de résultats a été, peut-être aurait-elle eu lieu s'il n'y avait pas eu SOHO, mais SOHO était le démarreur de cela. Donc, de ce côté-là, on a fait un peu mieux que la NASA, je dois l'avouer. Et puis, je voudrais montrer une chose qui est absolument étonnante, c'est qu'avec SOHO, on a pu faire travailler beaucoup d'instituts, et ces instituts ont décidé que finalement, on pouvait peut-être faire la même chose, mais beaucoup moins cher. C'est ainsi le cas en Belgique. Grâce à une coopération entre la Belgique et l'ESA, on a défini ce qu'on appelle le programme PROBA, qui reprend les mesures faites sur SOHO avec pratiquement les mêmes télescopes, mais beaucoup moins chers parce qu'ils existaient déjà. Et on a obtenu des images magnifiques du Soleil. Et ce film vous montre à quel point c'est fascinant de regarder notre étoile s'agiter de cette façon, et ceci grâce à des télescopes de taille extrêmement modeste et de coût très modeste. Une autre révolution absolument cruciale, celle-ci aussi, qui me semble être une des plus importantes, il y en aura d'autres dans le futur, mais c'est celle de l'astronomie et de l'astrométrie, c'est-à-dire la science astronomique qui consiste à regarder les étoiles, leur position, leur mouvement, etc. Alors, jusqu'à l'avènement du lancement de Hipparcos en 1989, les observations astrométriques étaient faites à partir du sol. Avec Hipparcos, le satellite qui avait été considéré comme une petite mission dans le programme de l'ESA, on a réussi à augmenter d'un facteur 100 la précision et la qualité des mesures qui ont été faites sur les positions et les parallaxes des étoiles. On a fait un catalogue de 188 000 étoiles, c'était le meilleur catalogue, et tout d'un coup, on voit apparaître, lors de la deuxième réunion du conseil scientifique qui a créé l'Horizon 2000, une mission qui s'appellera Gaia. Moi, j'étais un peu furieux parce que je me suis dit, non, on sort de faire Hipparcos, maintenant il faut faire Gaia, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'avais tort, parce que Gaia était effectivement une révolution, parce que là, avec des nouvelles technologies, les technologies ont été évoluées assez vite, on a pu faire des mesures qui sont un facteur 50 à 100 plus précises que celles du Hipparcos. Donc vous vous rendez compte par rapport à ce qu'on observait à partir de la Terre. Et aujourd'hui, on a observé plus d'1 milliard d'étoiles et dans toute la galaxie, avec des précisions à la fois de leur position et de leur propriétés spectroscopiques, c'est-à-dire combien elles émettent dans le rouge, dans le bleu, dans le vert, ce qui permet de mesurer leur température et de les classifier.
Et ces observations sont certainement elles sont uniques. C'est l'Europe qui l'a fait et il n'y en a pas eu d'autres. Évidemment, les scientifiques américains, les scientifiques de tout le monde contribuent à l'analyse des données qui sont là, mais c'est un domaine dans lequel on a effectivement considéré une révolution. Je cite M. Günther Oettinger, qui est l'actuel directeur scientifique à l'ESA. Ces observations remettent en question les bases de l'astronomie. Et il a illustré ça dans un document que je lui ai emprunté, où on voit qu'il y a 1692 milliards d'observations qui ont été faites avec ce satellite. C'est extraordinaire. Et vous avez sur cette diapositive la quantité d'observations dans tous les domaines, que ce soit les domaines spectraux, où vous avez on peut mesurer la couleur rouge, la couleur bleue des étoiles, c'est-à-dire la température. C'est vraiment une révolution qui n'a pas fini de faire la révolution. On peut observer non seulement, je reviens en arrière, on peut observer non seulement notre galaxie, mais les galaxies voisines, qui sont les deux nuages de Magellan, que vous voyez sur ces deux petits points blancs en bas à droite de l'image. Et on peut même mesurer les mouvements des étoiles dans cette petite galaxie. C'est tout à fait extraordinaire. Donc nous avons là une maîtrise totale. Là, on a battu la NASA parce que la NASA n'est pas présente dans ces choses-là. Sur Mars, c'est impossible de battre la NASA. Mars, c'est aujourd'hui Terra Americana. Hein. Il n'y a personne d'autre. Il y aura peut-être dans le futur, dans pas longtemps peut-être, mais pour l'instant, il n'y en a pas d'autre. Donc dire qu'on va battre la NASA en regardant, en allant sur Mars, on n'y est pas allé, on a essayé, ça n'a pas marché. On a construit une petite mission qui s'appelait Mars Express. Mars Express, pourquoi? Parce qu'elle choisissait la fenêtre de lancement qui permettait d'aller sur Mars le plus vite possible, c'est-à-dire en 6 mois. Lancée au mois de juin, elle est arrivée le Noël suivant, autour de Mars. Et je ne vais pas discuter de tout ce qui a été fait sur Mars. Il y a trop de choses qui ont été faites par les Américains, mais une chose qui a été faite qui est absolument unique dans ces observations faites en Europe, c'est l'analyse de l'eau. Les Américains nous ont dit qu'il y a de l'eau sur Mars, etc. Oui, mais on a pu observer des traces d'eau de façon absolument extraordinaire, de façon très, très surprenante. En particulier, voici un cratère, le cratère de Korolev, qui est situé, je crois, dans l'hémisphère sud, de l'hémisphère nord de la planète. Ce cratère est rempli d'eau, il est rempli d'eau glacée. Et par la météorologie faible, mais quand même effective et efficace de Mars, on peut maintenir cette eau sous forme de glace. Voici une magnifique image. Et puis, lorsque cette mission a été définie, on a fait beaucoup de pression pour qu'on utilise un radar. Le radar permettait de regarder ce qui se passe sous la surface de Mars. Et on n'a pas été déçus, parce que sous la surface de Mars, en regardant la calotte polaire de Mars, ou les pôles sud de Mars, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la neige, et avec le radar, sous la neige, on voit des nappes d'eau. Donc c'est la première fois qu'on voit l'eau souterraine, l'eau minérale de Mars, si vous voulez, apparaît sur ces images. Ceci est résultat d'une maîtrise de cette technique en Italie, à l'université de Rome, qui nous a permis d'observer ces choses magnifiques. Avec Mars Express, on s'est trouvé tout d'un coup devant le fait qu'on pouvait éventuellement réutiliser les modèles et la technologie et les instruments, certains instruments de la mission Mars Express pour non pas aller sur Mars, mais sur Vénus. Du coup, on avait presque 2 missions pour le prix d'une seule, si vous voulez. Et ça, c'était lié au fait que nous avions un plan, que l'ESA avait un plan. Et dans ce plan, il y avait aussi de la place pour faire des petites missions, et que là, on avait des petites missions qui ne coûtaient pas cher, donc qui n'affectaient pas les différentes composantes de ce plan. La situation est qu'on a aussi fait mieux que la NASA. On a fait mieux que la NASA dans plusieurs domaines. Je vais vous en montrer un.
La courbe qui suit ici, c'est une courbe qui vous montre l'évolution des coûts des missions de l'ESA entre 1983 et 2007. C'est moi qui ai dessiné cette courbe, donc elle n'est pas tout à fait à jour parce que je ne suis plus là pour le faire, mais je ne suis plus à l'ESA pour le faire. Mais cette courbe montre que vous avez deux classes de missions. Et c'est ce qu'on avait défini dans le programme Horizon 2000, c'était des grandes missions et des petites missions. Et que les grandes missions devaient, par définition, dans le contexte du budget qu'on avait défini, occuper à peu près deux fois deux années de budget scientifique de l'ESA, et les petites missions, les missions moyennes, une année scientifique. C'est presque tout ce qu'on a fait. On a parfaitement suivi cette loi. C'est pas par hasard, mais quand même, c'est impressionnant de voir que ça a été fait comme ça. Au même moment, aujourd'hui, on entend parler beaucoup de ce télescope, le James Webb Space Telescope, qui est un télescope spatial qui est beaucoup plus grand que le télescope de Hubble, qui avait un miroir de 2,40 m. Celui-ci, il a un miroir de 6,50 m et il est en route depuis fort longtemps. J'étais encore à l'ESA quand la NASA est venue nous trouver pour demander est-ce qu'on peut vous faire participer au démarrage de cette mission et à son développement. Oui, on a demandé, Sergio Volonté ici présent pourra vous le confirmer si vous lui posez la question, est-ce que vous pouvez nous dire combien ça va coûter et combien de temps ça sera lancé? Ça va coûter moins d'1 milliard de dollars et ça sera lancé en 2007. Et nous étions en 1997. Avec un miroir qui était encore plus grand que celui-ci, puisqu'il a été réduit peu à peu après des discussions très fortes entre les administrateurs, les relations avec le Congrès américain, etc. Et la courbe qui suit est très intéressante, parce qu'elle vous montre l'évolution du coût et des dates de lancement, des retards au lancement de ce projet. Démarré en 1997, même 1996 m'a-t-on dit aux États-Unis, il devait être lancé en 2007, oui, c'est ce que j'ai dit. Déjà en 2007, il avait un retard. Et puis, au fur et à mesure que le temps se passe, le coût augmente. Il a augmenté d'un facteur 10. 10, c'est pas possible pour nous en Europe de faire des choses pareilles. Peut-être à la mairie de Paris, on peut faire des choses pareilles, mais pas à l'ESA. À l'ESA, c'est pas possible. Et on voit aussi le retard, qui est, au lieu d'être lancé en 2007, il sera lancé en 2022. Bon, c'est une belle expérience, c'est magnifique, mais ça manque de contrôle, je veux dire. Mais on a fait mieux puisqu'on définit nos missions dans des coûts qui sont fixes. Et je vais vous en donner un exemple. Et parfois, quand ça dépasse, il faut trouver des solutions pour que ça ne dépasse pas. L'exemple que je voulais vous montrer, c'est l'exemple des grands télescopes de notre programme en Europe, la mission Herschel, qui est encore en orbite. Il ne fonctionne plus parce qu'il n'y a plus de gaz dans le satellite, mais c'était le plus grand miroir de télescope lancé jusqu'à maintenant, 3,50 m. Et ce télescope a été une très très grosse opération. Et le deuxième satellite dont je parle ici, c'est le satellite Planck, qui regarde les premiers rayonnements de l'univers, le corps noir cosmologique, comme on l'appelle. Et si Herschel est le satellite qui a le plus grand miroir encore en orbite aujourd'hui, le James Webb Space Telescope, quand il sera lancé en 2020 maintenant, dépassera, j'espère, celui-là. Et Planck, qui regarde le rayonnement infrarouge très lointain et qui a besoin d'être refroidi, est refroidi jusqu'à des températures de 0,1 degré Kelvin, ce qui veut dire que c'est l'objet le plus froid de l'univers. Donc ça, les Américains l'ont pas fait. Planck, c'est vraiment une expérience remarquable, j'y reviens tout de suite. Mais le problème, c'est que ces satellites se sont trouvés pratiquement en développement en parallèle. C'est-à-dire qu'on pouvait éventuellement considérer que certains éléments pouvaient être utilisés l'un pour l'autre, le premier utilisait l'infrarouge, disons, assez lointain, presque à la limite entre le rayonnement infrarouge et le rayonnement radio.
qui nécessitait des expériences des détecteurs hétérodynes, comme on dit, et puis Planck qui, lui, regardait le corps noir cosmologique à des longueurs d'onde encore plus grandes, qui sont presque métriques. Ces deux satellites se sont trouvés fortement perturbés, d'une part parce qu'ils avaient des développements technologiques extrêmement exigeants et très longs à développer, mais surtout parce qu'au moment où la mission Cluster, dont j'ai parlé tout à l'heure, placée sur la fusée Ariane 5, dont son premier vol a explosé, on a décidé quand même de relancer cette mission. Donc il a fallu repartir à zéro sur le cluster, trouver des lancements qui ne soient pas trop chers, on a utilisé des Soyuz dans ce cas-là, et ensuite se préoccuper de trouver l'argent pour reconstruire les satellites, les expériences et les personnes qui travaillaient sur ces problèmes. On a pu le faire, mais évidemment, l'argent que l'on a dépensé pour ça, il venait d'une part des réserves qui existent toujours dans un programme bien géré, il faut des réserves, mais aussi les réserves n'étaient pas suffisantes, donc il a fallu trouver quelques astuces. L'astuce dans ce cas-là, c'est que puisque Herschel et Planck pouvaient se trouver éventuellement sur la même orbite, au point de Lagrange numéro 2, c'est-à-dire dans l'ombre de la Terre à l'opposé du Soleil, eh bien, pourquoi ne pas les mettre l'un avec l'autre sur la même fusée et chacun sur son orbite. Il a fallu donc associer Herschel et Planck sur le même support, embarqués dans la même fusée, et ceci économisait le coût d'un lancement de fusée, 150 millions d'euros, c'est pas donné, et puis ça permettait de combiner les deux vols, et c'était beaucoup moins coûteux. Donc les deux satellites ont été lancés en 2009, autour du point de Lagrange numéro 2 par la même fusée. Alors une chose qui est très intéressante, et c'est l'opposé du James Webb Space Telescope, qui utilise des technologies extrêmement innovantes, mais très chères. Là, on a tiré avantage, dans le cas de Herschel et de Planck, de la limitation des coûts. En limitant les coûts, il faut se gratter la tête pour faire des choses qu'on veut faire, mais à moindre prix. Donc c'est ce qu'on appelle de l'innovation dans le design to cost, dans la construction dans un budget fixe. Et ceci a été discuté dans un livre que nous avons écrit avec plusieurs gens du CEA et par aussi mon ami Sergio Volonté ici présent, dans lequel on montre ici ce qu'on appelle comment on a fait évoluer la technologie en fonction du temps, mais en se référant au budget qu'on veut dépenser. Alors vous avez des considérations technologiques, de missions qui sont déjà lancées, et qui vous obligent à modifier vos paramètres pour définir vos missions, comme le miroir du télescope, qui est quand même un très gros miroir. Au début, il faisait 10 mètres dans la première proposition qui a été faite. Et puis il est passé à 3 mètres. Les Américains ont voulu dire on va participer avec vous, on vous construit votre télescope. Et puis comme d'habitude, au bout d'un certain temps, ils ont dit désolé, on ne peut pas payer. Et donc il a fallu continuer à ce que le télescope soit fait en Europe. Et finalement, ce télescope s'est fait en Europe avec une technologie complètement nouvelle qui n'avait jamais été utilisée pour faire des miroirs d'optique. C'est l'utilisation du carbure de silicium, qui est une substance qui peut se faire en petite quantité, en petite surface, mais qui n'avait jamais été assemblée pour faire des télescopes de 3,50 mètres, ce qui est aujourd'hui le diamètre du télescope de Herschel. Donc le livre dont je parlais tout à l'heure, qui est ici représenté, c'est un livre qui s'appelle « Inventer une mission spatiale », dans lequel on raconte l'histoire de Herschel. Et vous trouverez dans ce document, si vous le lisez, il est en anglais malheureusement, mais il est quand même accessible, vous trouverez une courbe qui peut vous rappeler celle du James Webb Space Telescope que j'ai montré au début. Vous voyez ici l'évolution du diamètre du miroir primaire.
8 mètres au départ, ensuite tombé à 4,50 mètres, ensuite à 3 mètres, puis ensuite à 3,8 mètres, et finalement à 3,50 mètres lorsqu'on a lancé le satellite avec son télescope au carbure de silicium. Pour arriver à cela, d'abord, avec ce télescope, on fait les objectifs que l'on s'était fixés au départ, on n'a pas sacrifié la science, et en plus, on a créé une filière d'activité pour tout ce qui concerne les systèmes optiques embarqués, parce que le carbure de silicium se trouve être extrêmement facile et compétitif pour faire des télescopes dans les satellites qu'on envoie autour de la Terre ou pour regarder d'autres objets, comme par exemple le télescope de Gaïa qui utilise le carbure de silicium, après qu'il ait fait ses preuves sur Herschel. L'évolution de la date de lancement de Herschel, ça a accusé à peu près 5 années de retard. Ces 5 années de retard sont dues en partie au fait que, on a eu du retard parce que Challenger et l'Ariane 5 501 ont créé des problèmes, mais ces retards ont été aussi mis à profit par les scientifiques pour parfaire leurs expériences, faire de la recherche sur des objets qui n'étaient encore pas très sûrs, et les scientifiques, finalement, étaient prêts pour un lancement en 2009, ce qui a eu lieu. Et le plus important pour moi, c'est qu'on a développé ces deux missions, Planck et Herschel, en même temps, parce que toutes seules, elles auraient coûté trop cher. En les développant en même temps, on a pu regarder quel était le budget de l'ensemble, à la fois de Herschel et de Planck. Planck, c'est une mission moyenne, une année du programme scientifique, du budgétaire du programme scientifique. La mission Herschel, 2 années du programme scientifique. Donc on a demandé au contrôleur financier de l'ESA de nous faire un compte à rebours du budget de nos dépenses sur Herschel. Et l'expérience est venue de façon tout à fait surprenante pour moi, c'est que finalement, quand on regarde ces deux courbes qui sont ici et qui se croisent, à la fin, lorsqu'on couple à la fois Herschel et Planck dans un seul projet, eh bien, le budget total est 15% moins cher que l'ensemble du coût d'une mission et de l'autre. Donc, ce n'est pas miraculeux, mais ça demande un contrôle sérieux des dépenses budgétaires. Alors, ces deux missions ont donné des résultats tout à fait spectaculaires. Herschel, c'est l'observation des étoiles en formation, la mise en évidence des chapelets d'étoiles qui se déposent sur des espèces de rainures dans l'espace des galaxies, de la poussière et un conglomérat moléculaire, si je peux dire, avec à certains endroits des étoiles qui sont en train de se former puis qui explosent parce qu'elles n'ont pas tout à fait de la force, elles n'ont pas la force pour aller jusqu'au bout. Ceci a été une très grande découverte de Herschel, c'est la formation des étoiles et cette formation sur les grands filaments à l'intérieur du milieu interstellaire. Quant à Planck, il a fait les choses qui avaient été faites auparavant par les Américains, c'est-à-dire mesurer la distribution dans l'univers des fluctuations de température du rayonnement très, très lointain. Cette distribution vous donne une idée sur la topographie thermique de l'univers au moment du Big Bang ou un petit peu après, parce que la lumière du Big Bang, elle n'apparaît que 300 000 années après le Big Bang. Et la courbe que vous voyez ici, vous avez sans doute déjà vu par les exposés qui ont été faits dans les années qui précèdent, c'est une courbe très intéressante parce qu'elle montre que en pointillé les mesures faites par Planck et en ligne bleue la valeur de ce qu'on devrait trouver si on utilisait le modèle le plus récent de l'histoire de l'univers et de la
formation de l'univers après le Big Bang. Alors vous voyez, tout va très bien. Le diagramme horizontalement vous montre la taille des éléments qui sont sur l'univers, ces petits points qui sont bleus, rouges, et qui représentent les variations de température. Les variations de température d'un facteur 100 000, hein, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est très fin comme observation. Ces observations-là, elles sont cohérentes avec le modèle jusqu'à ce qu'on arrive dans les grandes structures, là où il y a marqué 18, 90, 90 c'est l'ensemble du globe présenté ici, où là les valeurs divergent parce que c'est plus difficile à mesurer, mais aussi peut-être parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc aujourd'hui, cette expérience est la plus avancée dans son domaine. Elle a battu les expériences antérieures des Américains. Et du coup, elle est à la limite de ce qu'on peut faire. Et donc les scientifiques n'ont qu'une envie maintenant, c'est d'aller voir ce qui se passe là où les barres d'erreur sont très grandes. Et ça, je pense que c'est très intéressant. Donc il faut le faire, c'est sûr. Mais comment, avec quel argent, il faut peut-être un autre plan. Pardon. Avec ce plan, on a aussi écrit l'histoire. Bon, la NASA a écrit l'histoire, les Japonais ont écrit l'histoire, nous avons écrit l'histoire avec la mission Rosetta. On en a beaucoup entendu parler, c'est une mission qui a été retardée par un défaut de lancement de la fusée Ariane 5 qui devait l'emporter et qui a créé un retard d'1 an. Donc au lieu d'être lancée en 2003, elle a été lancée 1 an plus tard, ce qui est obligé à faire des circonvolutions à l'intérieur du système solaire pour qu'elle puisse passer autour de la Terre, autour de Vénus, autour d'astéroïdes. Du coup, elle a observé des astéroïdes en assez bonne quantité. Et finalement, elle est arrivée au mois de 2014, de juillet 2014, près de sa cible, qui était la comète Churyumov-Gerasimenko, qui était une comète qui avait été choisie à dernière minute, puisque celle qu'on avait prévu d'utiliser, d'observer, elle ne pouvait plus être observée, parce qu'on avait 1 an de retard sur le lancement. Et cette expérience Rosetta, c'est un cauchemar pour les ingénieurs. Je pense que M. Bouéris, qui est ici présent, pourra le confirmer. En particulier, le petit satellite qui s'est déposé sur la surface de la comète, Philae, c'est un ramassis de matière et d'instruments qui est tout à fait impressonnant. Tout se serait bien passé si le harpon qui devait permettre à Philae, le petit atterrisseur, de fixer sur la comète, avait pu le faire. Il n'a pas pu le faire, malheureusement, mais il est allé se poser quelque part, je vais vous montrer. On a fait une première observation de la comète au moment où elle passe à son périhélie, donc où elle commence à être plus chauffée et où elle émet ses émanations de poussière et de gaz. Et je ne vais pas, vous connaissez toute cette histoire, je pense, parfaitement bien. Je vais simplement vous montrer la chose qui me fascine personnellement, c'est la surface de la comète Churyumov-Gerasimenko, la cible de la mission Rosetta, prise de 2,7 km d'altitude avec une caméra à très haute résolution et qui cherchait à trouver où se trouvait sur la surface de la comète le petit atterrisseur Philae qui avait disparu, caché comme une mouche peut se cacher sur un mur. Le satellite il est tellement léger qu'il pesait quelques grammes dans l'attraction gravitationnelle de la comète. Donc c'était comme une balle de ping-pong, on ne sait pas très bien où aller et dans quel domaine il va se trouver. Ces images ont été prises le 5 septembre 2016. Et on a pu voir et retrouver le petit satellite couché sur le flanc. Vous le voyez ici, c'est pas très évident, mais ce que vous voyez là, c'est un des pieds, c'est une des branches du satellite, la partie verticale, blanche, etc. Maintenant, à cet événement participait le scientifique en chef de la NASA,
Alors je vais vous faire entendre ce qu'il m'a raconté, si je peux. C'est branché? Je vais essayer, hein. C'est de la technologie de la faculté de médecine. Elle est bien. Voilà ce que M. James Green, j'espère que vous allez pouvoir l'entendre, raconte. I'd also like to say a couple things personally. Vous entendez? From my perspective, how audacious, how exciting, how unbelievable to be able to dare to land on a comet, to take that step that we have all wanted from a scientific perspective. You know, this mission that ESA has produced and given it back to the world in this venue has allowed us all to participate in that great adventure. Voici I'd ce also qui... like to say a couple things personally. Oui, ça, From my perspective, ça c'est pas intéressant, c'est pour aller sur Mars. Bon. Quelle audace, dit-il, combien excitant, combien incroyable, et oser atterrir sur une comète. Cette mission que l'ESA a entreprise pour le bénéfice du monde entier nous a permis, à la NASA en particulier, de participer à cette grande aventure. Pour moi, c'était un événement important, parce que je pensais qu'on avait vraiment, effectivement, montré qu'on était capable de battre la NASA à cette époque-là. On ne l'a pas vraiment battu, mais on a fait quand même quelque chose d'extraordinaire en allant atterrir sur Titan, embarqué sur la mission Cassini. L'ESA a développé un petit télescope, une petite sonde, pardon, qui est atterrir sur Titan et qui a pris des photos de la surface de Titan qu'on n'avait jamais vue parce qu'il est entouré d'un nuage assez opaque. Et aujourd'hui, on peut dire que finalement, c'est une bonne idée. L'ESA ne pourra certainement pas engager des très très grosses missions européennes vers les planètes, toutes les planètes du système solaire. En revanche, elle est capable, elle l'a montré à plusieurs reprises, de développer des instruments qui peuvent atterrir sur ces objets-là. Et donc, je pense qu'on a une maîtrise aujourd'hui de ces problèmes, la NASA aussi, mais qui est une bonne idée pour les futures observations faites sur les comètes, sur les planètes, pardon. Donc, je vais arriver bientôt, voilà l'image évidemment très connue du terrain de Titan. On a battu des records, je dois dire, jusqu'à maintenant. Le plus grand télescope pour l'astronomie infrarouge et le rayonnement X. Je n'ai pas parlé du rayonnement X parce que ça m'aurait emmené trop loin, mais on a construit effectivement le plus grand télescope de rayonnement X, XMM Newton. On a fait le plus lointain atterrissage avec Huygens sur Titan d'un objet extraterrestre. On a fait une révolution dans l'étude du Soleil, du centre réactif aux confins de l'héliosphère, et on a fait les premières études en 3 dimensions de la magnétosphère terrestre grâce aux satellites clusters, des 4 satellites clusters qui gravitent dans la magnétosphère de la Terre et font une image de 4 pixels, 1 pixel par satellite, mais on peut faire beaucoup mieux, hein, c'est pas si évident que ça. On est aussi numéro 1 en sciences cométaires, on est aussi en physique solaire, je l'ai indiqué, comme initiateur de ces programmes, en physique des plasmas spatiaux avec Cluster. On a même réussi à faire en sorte que les Chinois soient incorporés dans cette mission Cluster avec 2 satellites qui a été finalement leur premier programme scientifique en Chine. Donc l'ESA peut être fier de cette chose. En astrométrie spatiale, j'en ai parlé, on est vraiment au top. Et en astronomie infrarouge et submillimétrique, j'en ai parlé également. Et dans l'astronomie des hautes énergies, nous avons été aussi remarquables. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a eu, après l'expression du Horizon 2000+, en 1994, le successeur à l'ESA, le directeur suivant à l'ESA, M. David Southwood, a établi un programme Cosmic Vision qui est la continuation, si vous voulez, du programme Horizon 2000,
qui se base sur des idées et des problèmes à résoudre, et pas non plus des missions définies à développer, pour analyser les conditions de la formation des planètes et l'émergence de la vie, comment le système solaire fonctionne et quelles sont les lois fondamentales qui qui définissent les lois de l'univers, et comment l'univers est arrivé, comment il est apparu et de quoi est-il fait. Alors aujourd'hui, son successeur, c'est M. Günther Hasinger, un Allemand de très, très bon niveau, qui a dressé ces courbes. Ces dessins, vous ne pouvez pas les lire, c'est trop petit, mais ça montre la profusion de missions qui a été engagée depuis la naissance de ce programme scientifique de l'ESA, dont on peut être vraiment fier, que ce soit pour les observations astronomiques ou pour les observations des planètes et du système solaire. Une des choses aussi sur laquelle je vais terminer, parce que c'est très important, c'est que l'astronomie du XXIe siècle, ça sera l'astronomie des choses qu'on n'a pas encore pu voir. Et les choses qu'on n'a pas encore pu voir, c'est à la fois les ondes gravitationnelles, on les a vues un petit peu, mais l'astronomie du XXIe siècle, c'est l'astronomie des ondes gravitationnelles. Et pour faire des observations des ondes gravitationnelles, c'est intéressant d'aller dans l'espace pour éviter toutes les perturbations qui peuvent exister sur Terre et avoir des observations sur des grandes longueurs d'onde. Et ceci nous permet en particulier de regarder ce qui s'est passé au moment du Big Bang, si on arrive à déchiffrer toutes les données qu'on va recueillir en regardant grâce à un interféromètre dans l'espace, dont les branches de l'interféromètre font 1 million de kilomètres, même 2 millions de kilomètres aujourd'hui, et dont la longueur est affectée par le passage d'une onde gravitationnelle. Il y a 3 satellites qui vont être engagés pour faire ces mesures, et qui vont en particulier regarder les ondes gravitationnelles émises à la fois lorsqu'un trou noir rencontre un autre trou noir, ou lorsque l'on crée un trou noir dans la collision de 2 étoiles en fin de vie, ou de galaxies, et quand on fait aussi des observations de ces oscillations, on arrive à retrouver, premièrement, on sait que les ondes gravitationnelles existent, Einstein avait raison, ensuite elles sont absolument extraordinaire pour analyser ces phénomènes liés à la relativité générale. Cela étant, pour faire ces mesures d'interférométrie sur des longues distances comme ça, il faut que le laser qu'on utilise pour faire cela et les récepteurs qu'on utilise pour faire les interférences entre ces trois satellites ne bougent pas. Et s'il bouge, il faut corriger le mouvement. Il faut donc empêcher que le vent solaire, par exemple, puisse faire... Mais le vent solaire fait bouger les satellites. Il faut corriger tout cela. Il faut corriger l'effet de la poussière interstellaire. Donc on a fait une expérience technologique pour vérifier si on pouvait construire des systèmes qui permettaient de compenser ces variations. C'est ce qu'on a appelé la mission LISA Pathfinder. LISA, c'est le nom de la mission dont je parle. Et cette mission LISA Pathfinder, elle a été destinée essentiellement de la technologie pour vérifier qu'on peut effectivement maintenir ces récepteurs à l'intérieur du satellite de façon absolument stable. Et la mission LISA Pathfinder a été la première mission qui a été faite, et la première mesure qui a été faite, et la première démonstration qui a été faite que ceci était possible. Donc un pas en avant important. Les Américains qui avaient ignoré cette chose, LISA, parce que c'était trop difficile, trop compliqué, qu'ils n'avaient pas l'argent pour le faire, qu'ils avaient d'autres priorités, aujourd'hui, ils annoncent un intérêt très particulier dans la suite du programme LISA, qui sera lancé vraisemblablement au début des années 2030, ou peut-être presque en 2030. Donc voici une magnifique démonstration de ce que nous avons pu faire en Europe. Et la diapositive suivante vous montre que, en vert, vous voyez les programmes européens, en bleu grisé les programmes américains. Ils marchent en parallèle, ils se programment en parallèle, et donc la coopération entre les deux est tout à fait importante. Les Américains et les Européens d'un côté, puis il y a d'autres pays aussi, comme la Chine,
l'Inde et le Japon qui vont participer à ces programmes, mais aujourd'hui les deux moteurs du progrès dans ces disciplines, on les retrouve aux États-Unis et à l'ESA. Donc aujourd'hui, on est en position de force pour collaborer en étant respecté et non plus en faisant de la mendicité auprès des grandes puissances. Donc battre la NASA, c'est un long et difficile chemin qui a permis à l'Europe de collaborer en position de force. Et à la question, est-ce qu'on peut battre la NASA? Bah oui, je dirais, yes we can. Ça dépend dans quoi, mais on peut le faire. Je voudrais conclure en rendant hommage à plusieurs personnes. Les deux premières, j'en ai déjà parlé, ce sont les fondateurs de l'ESRO, grâce auxquels finalement on a aujourd'hui une agence spatiale européenne avec une composante scientifique très importante. Je voudrais remercier mon prédécesseur à l'ESA, M. Trendelenburg, que beaucoup d'autres personnes n'ont pas connu parce qu'il est décédé il y a quelque temps. Un grand buveur de whisky et de gin, et une personnalité de caractère. C'était un ancien directeur scientifique de Siemens en Allemagne. Eduardo Amaldi et Pierre Auger. Et puis, je ne peux pas ne pas mentionner les nouveaux directeurs qui se suivent. M. Günther Hassinger, le précédent, qui a succédé à M. Jiménez, un Espagnol, lequel avait succédé à David Southwood, qui est un Anglais, et lequel m'avait succédé en 2001. On ne peut pas battre la NASA, mais on peut faire mieux qu'elle. Je vous remercie de votre attention. Ça fonctionne? Oui, je pense. Ça fonctionne, oui. Eh ben, merci beaucoup, Roger Maurice Bonnet. Je crois qu'on peut être heureux, en effet, d'être, en voyant tout ça, d'être européen, d'être citoyen, contribuable européen aussi, parce que ça coûte de l'argent. Alors, y a-t-il des questions, des commentaires? Oui. Oui, bonsoir M. Bonnet, Sébastien Drochon. D'une part, je voulais vous remercier pour cette présentation, vraiment très très intéressante. Moi, je vous appelle parce que je voulais vous poser une question par rapport à ce que vous disiez sur les différentes observations qui ont pu être faites. Parce que je travaille avec la Moon Village Association, c'est l'association de villages lunaires, on s'intéresse notamment pas mal aux projets lunaires, et il y a cette idée de pouvoir observer aussi sur la face cachée de la Lune, d'avoir une radioastronomie en très basse fréquence sur la face cachée de la Lune. Quelque chose qui est pensé énormément par je sais que les Chinois y réfléchissent très fortement, et je ne sais pas où ça en est pour l'Agence spatiale européenne, si vous pouvez me dire, si c'est quelque chose de réfléchi actuellement. Moi, je ne suis plus agence spatiale européenne depuis bientôt 18 ans. Oui, 18 ans. Donc je ne peux pas vous donner les choses que je vais vous dire que je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, les Chinois ont un plan de déposer des antennes sur la surface cachée de la Lune pour faire ces mesures dont vous parliez, à l'abri du rayonnement radioélectrique de la planète Terre. Et ceci, les Chinois, ils disent quelque chose, ils vont le faire. Ils vont le faire, même s'ils le font tout seuls, mais ils le feront. Donc, est-ce qu'ils vont s'intégrer à cela? J'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, ils ont mis un satellite en orbite qui regarde la face cachée de la Lune. Ils ont fait atterrir un petit engin qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs, qui développe et qui se promène sur la surface cachée de la Lune, et ils ont ce programme de mesure de ce qu'on appelle le Dark Age, l'âge noir, dans lequel on ne peut rien voir du rayonnement de l'univers parce qu'il se trouve dans des longueurs d'onde qui ne peuvent être observées que dans les régions où la Terre émet ses émissions. Donc il faut le faire sur la surface cachée de la Lune. Maintenant, c'est clair que c'est une expérience extrêmement attendue et qu'il y aura des coopérations. Je ne sais pas où en est la coopération avec l'ESA dans ce domaine.
D'autres questions ou commentaires? Oui. Merci beaucoup pour ce speech. Moi, j'ai une question. Je travaille à l'Institut d'Astronomie spatiale d'Orsay, pour ceux qui ne me connaissent pas, bien sûr, la plupart ici. J'aimerais avoir ton opinion sur l'évolution du temps mis par l'ESA à sélectionner les différents projets. On travaille de plus en plus sur des projets en parallèle, sur des durées de plus en plus étendues, ce qui est très très difficile à gérer dans les laboratoires, vu les moyens techniques et humains dont on dispose. J'aimerais savoir si tu as, toi, constaté vraiment une accélération sous ce temps de plus en plus long pour sélectionner les manifs. Oui, j'ai entendu ça, c'est très embêtant pour les scientifiques, c'est sûr, qu'ils doivent attendre et passer d'un concept à un autre très rapidement. La différence avec ce qui a été démarré dans le programme Horizon 2000, c'est que les missions, elles avaient déjà été étudiées sous une forme relativement peu élaborée, mais elles étaient là, et les gens avaient déjà pensé à ça, et elles étaient placées en priorité tout de suite. Les grandes missions. Les missions moyennes, elles venaient à l'envie quand c'était possible, quand il y avait une opportunité, etc. Mais on n'a jamais eu plus de 2 ans entre l'idée d'une mission et son passage en ce qu'on appelle en phase A. Donc, il n'y a jamais plus que ça. Je ne sais pas ce que c'est maintenant, mais c'est pas raisonnable si on arrive à ce stade. Plus que 2 ans. Il y avait une question d'eau, je crois. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore pour cette très belle conférence. Je voudrais savoir, M. Bonnet, quand on est à la tête de programmes aussi longs, qui se déroulent sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'on doit redouter le plus ? Est-ce que c'est des États qui finalement ne paieront pas leurs contributions? Est-ce que dans le cadre de la guerre froide, des affaires d'espionnage, des États qui vont tout faire pour que des programmes échouent? Est-ce que c'est des impasses techniques, scientifiques, l'incompétence éventuellement de personnes qui travaillent pour le programme? De quoi est-ce qu'on doit avoir peur quand on lance un programme aussi long? Il ne faut pas avoir peur. Sinon, il ne faut pas avoir peur. Il faut merci Ramu, il faut se concentrer sur ce qu'on veut faire. Les questions d'espionnage, de transfert de technologie, ça peut gêner, mais il n'y a pas eu de graves problèmes avec cela. En revanche, si on a des Chinois dans les programmes, ils n'ont pas le droit de parler aux gens de la NASA. Et si on a la NASA en même temps, il faut... Mais on a déjà fait des choses comme ça avec les Soviétiques. La NASA et les Soviétiques ne voulaient pas parler entre eux. Les Américains déposaient des instruments sur la mission Cométer dont j'ai parlé au début de mon exposé, la mission Giotto, en passant par l'ESA. Donc l'ESA jouait un peu c'était pas très officiel, mais ça a marché. Il faut toujours se débrouiller un petit peu dans ce système de la science internationale. Tout n'est pas aussi simple que ça. On n'a pas peur, mais ce qu'on peut craindre le plus, ce sont effectivement les retards dus à des accidents de lancement. Ça, on en a eu 3. Il n'y a pas un lancement où tout s'est passé normalement. Je ne connais pas. Il y en a peut-être un ou 2. Mais sur l'ensemble de tous ceux qu'on a, il y a eu des problèmes. Et il y a eu des problèmes de lancement, il y a eu des problèmes aussi au niveau des instruments qui sont embarqués sur ces missions. Mais ça se corrige. Dans le cas de la mission Cluster qui a explosé, alors là, il a fallu la refaire. On l'a refaite en 4 ans, ce qui est assez rapide, grâce d'ailleurs à une fusée soviétique, la fusée Soyouz. Les choses qui font le plus peur, les États-Unis, les États qui ne veulent pas payer leur contribution, ça affecte davantage ce qu'on appelle les programmes optionnels, où les États contribuent en fonction de leur intérêt industriel, essentiellement, c'est ça. Dans le programme scientifique, c'est la carte d'entrée à l'ESA, c'est le programme scientifique. Alors il n'est pas très élevé, son budget aujourd'hui c'est de l'ordre de 500 millions d'euros par an, comparé aux 3,5 milliards de la NASA. Donc à ces 500 millions, il faut ajouter le coût des expériences qui sont développées dans les États membres. Bon,
disons qu'on a un facteur 4 ou 3 à 4 entre le budget de la NASA et le budget de l'ESA. Donc les États sont obligés de payer. Ils sont obligés de payer, ce qui est obligatoire, n'est pas très sympathique, mais ils le font. Donc c'est des longues discussions à chaque réunion entre les ministres des États pour se mettre d'accord sur un budget. Alors évidemment, si le conseil ministériel des États membres de l'ESA décide de couper, on a un problème et il faut se réhabituer, il faut se restabiliser dans un autre contexte financier. Ce que nous avons réussi à faire, en tout cas, c'est de résister à cela. Il faut résister, il faut gérer le budget de façon extrêmement rigoureuse. l'ESA, moi j'ai trouvé des gens qui sont tout à fait extraordinaires dans la gestion financière. C'est grâce à eux d'ailleurs qu'on a pu retracer toutes ces courbes que je vous ai montrées sur l'évolution des budgets entre cluster et Planck. C'est fantastique, on a des gens remarquables. Donc on n'a pas peur si on a les gens qu'il faut pour travailler avec soi et si on leur fait confiance. Si on commence à douter, là on peut avoir peur effectivement que les retards s'accumulent et aujourd'hui il y en a effectivement qui s'accumulent. L'autre crainte, c'est qu'effectivement on vous prenne les personnes dont vous avez le plus besoin, parce qu'ils sont soit à la retraite, parce que ces programmes peuvent durer longtemps, soit parce qu'ils sont appelés à d'autres fonctions ailleurs. Et ça, c'est un handicap. Moi, ça m'a fait un peu peur quand j'ai vu des choses pareilles. Mais bon, on a fait face. Encore une ou deux questions, oui, là. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence. J'avais une question concernant d'autres potentiels concurrents dont vous n'avez pas forcément parlé, qui sont premièrement des entreprises privées américaines qui, on peut voir que typiquement les GAFA ont des budgets assez colossaux concernant la recherche et avec des entreprises montantes comme SpaceX qui gèrent à la fois l'aspect financier, qui a une bonne gestion financière et qui peut potentiellement avoir un budget énorme. Ne pensez-vous pas perdre en attractivité et avoir des débauches de personnes de l'ESA vers ces entreprises-là? Et que pensez-vous des recherches, des centres de recherche montants de pays qui ont une force de frappe aussi potentiellement colossale comme la Chine vis-à-vis de l'activité de l'ESA? La première question concernant l'industrie. C'est pas nouveau, hein. On contribue beaucoup on travaille beaucoup avec des scientifiques qui travaillent dans des grosses boîtes industrielles comme Lockheed par exemple, qui est le ferment aussi des missions solaires dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est là qu'on voit des instruments et des scientifiques de très haut niveau qui travaillent, mais qui sont dans une boîte privée. Le nouvel espace dont on parle, avec des grosses boîtes comme Elon Musk, SpaceX, etc., pour l'instant, ils n'ont pas fait apparaître une intention très précise de s'intéresser à la science. Et je ne crois pas qu'ils aient un laboratoire scientifique d'astronomie chez eux, j'en sais rien. Peut-être lunaire, parce qu'ils veulent aller sur la Lune. Et j'espère qu'ils ne feront pas comme les Chinois. Parce que les Chinois, ils sont allés sur la Lune avec des jolis instruments. Les Chang'e, 3, 4, etc. Ils sont très beaux. C'est des jolis instruments, les petits rovers qu'ils ont sur la Lune. Ils ont fait appel à des scientifiques pour mettre des expériences. Les scientifiques ont mis des expériences. Elles ont marché, parce que j'ai vu quelques photos sur Internet. Et puis on n'en entend plus parler, parce que personne à l'intérieur de cette caste, la Chinese Academy of Science and Technology, qui fait ces petits rovers, s'intéresse à la science. Ils disent aux scientifiques, vous vous débrouillez, mais alors les scientifiques, il faut qu'ils se débrouillent autant bien que mal, et puis finalement, on ne voit pas apparaître les résultats. Donc c'est pas optimum, je dois dire. La coopération avec la Chine, elle se fera, et elle se fait déjà, parce que l'ESA a un programme en coopération avec la Chine, le programme SMILE, qui est un programme d'études
comment ça s'appelle, la magnétosphère. Il y a des programmes de coopération entre la Chine et la Suisse et l'ESA sur des missions d'observation de planètes extrasolaires. Donc la Chine est très intéressée à coopérer dans le futur. Et ils sont très dynamiques, hein. Ils ont quand même une capacité incroyable de former 1 million d'ingénieurs par an. Et pas des imbéciles, je peux vous dire, c'est impressionnant de voir ces gens-là. Donc ils vont dominer, mais ils ne sont pas bien organisés, c'est mon point de vue. Il n'y a pas de NASA, il n'y a qu'un organisme bureaucratique, mais il n'y a pas de NASA comme la NASA, ou comme le CNES, qui est un très bon exemple aussi, de choses qui marchent bien. Donc ceci... en Chine, c'est pas évident, Et moi, je les ai poussés beaucoup pour qu'on fasse en sorte que ça s'améliore. Ça s'améliore peut-être un peu, mais c'est pas encore optimal. Mais ils sont très intéressés par les choses qu'on fait en Europe, évidemment. Ils veulent apprendre. Et ils font venir des gens qui sont plus en fonction comme moi pour leur donner des conseils. Alors, on se retrouve avec des gens du JPL, du Max Planck Institute, à donner des conseils aux Chinois qui sont très preneurs. Mais finalement, on ne sait pas très bien ce qu'il arrive à ces programmes. Il n'y a pas d'organisation centrale. C'est ça qui est le plus gênant pour la coopération avec la Chine. Avec le Japon, il n'y a pas de problème. Ils sont un peu difficiles, mais il n'y a pas de problème. Eh bien, ceci est une toute dernière question, mais je ne vois pas de doigt se lever, donc je vous propose d'arrêter là, et merci encore pour cette conférence. Au revoir.